Bonjour les élèves de 4e sciences, 4e maths, 4e sport. Ceci est une correction de série d'exercices neurophysiologie réalisée par moi-même, M. Kerim, professeur résulté lycée de cinéma Zabourkiba. Alors, premier exercice, ça correspond à un crack du bac. Alors, 4 points. Le document A présente l'aspect de la membrane d'une fibre nerveuse en des états A et B. L'état A, comme on peut le voir, ici on a l'état B. Premièrement, légendez le document A en reportant les numéros des flèches de 1 à 4 sur votre copie. Identifiant et justifiant les deux états A et B. Normalement, identifier, c'est inclus la notion de, ou plutôt inclus la notion de justification. Nommer l'état A et l'état B, expliquer le mécanisme de contrôle, si vous voulez, le mécanisme qui permet l'obtention de l'état A. Prévoyez, si vous voulez, l'effet de l'utilisation d'un inhibiteur. Alors, on va passer à l'exercice. Donc, premièrement, on va légender. Alors, on a l'élément numéro 1, comme on peut le voir, et l'élément numéro 3 et 4, ils se ressemblent. Sauf que l'élément numéro 1, il est fonctionnel dans les deux cas, donc ce sont des canaux de fuite. L'élément numéro 2, c'est la pompe ionique. L'élément numéro 3 et l'élément numéro 4 se ressemblent. Au niveau de l'élément numéro 4, on a la présence ou plutôt du canal numéro 4, on a la présence de cet élément qui est liant à la plus. Donc ce sont les canaux CVD à la plus, et par opposition, numéro 3 sont les CVD K+. Identifiez en justifiant votre réponse les deux états A et B. On va commencer par l'état A. On peut voir ici que les canaux de fuite sont fermés, la membrane est chargée à l'extérieur positif et à l'intérieur négatif, donc c'est le potentiel de repos. Alors qu'au niveau de l'élément B, on a les canaux de fuite sont verts, principalement le CVD ANA+, est ouvert, avec entrée d'ANA+, et inversement de polarité, l'extérieur chargé positif, un négatif, l'intérieur chargé positif, donc c'est la phase de dépolarisation de PA. Alors, ensuite, on nous demande de déterminer, si vous voulez, l'état de la fibre qui succède l'état B. Alors, après la phase de dépolarisation, on a la phase de repolarisation qui est caractérisée par fermeture de CVD K+, ouverture de CVD, caractérisée par la fermeture de CVD ANA+, ouverture de CVD K+, avec retour à la polarité normale. Alors, la suite, on va expliquer le mécanisme ionique à l'origine de PA. Ceci se trouve dans votre livre à la page 194-195 pour le 4e science. Donc, le potentiel de repos s'explique par la répartition inégale des ions ANA+, et K+. Ceci est dû à la perméabilité sélective et à la pompe qui agit contre le gradient de concentration. La suite, vous pouvez donc voir ça au niveau de votre livre. Prévoyez l'effet d'utilisation d'un inhibiteur de l'hydrolyse d'ATP. S'il n'y a pas ATP, donc il n'y a pas, la pompe n'est plus fonctionnelle, donc au bout d'un certain moment, on va avoir l'équilibre de concentration en union ANA+, de l'intérieur, équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, de même pour K+, ce qui fait que le DDP sera 0, c'est l'équivalent de la mort de la cellule. Alors, ceci c'est la correction du sujet de bac 2021, sciences expérimentales, 7 points. Alors, on a le dispositif suivant, neurone M et deux neurones N1 et N2 qui réalisent des synapses avec neurone M. Et on a ici des séries de stimulation, séries d'expériences. On nous demande de déterminer la nature de synapse NM et N2M, dégager les propriétés du message nerveux et déterminer ou justifiant le nombre d'excitations minimales pour avoir un PA. Alors on va commencer donc
suite à la stimulation ST1, tout d'abord, je vais prendre la question à partir de l'analyse. On va analyser. Analyser, c'est reprendre l'expérience avec les résultats et donner une signification aux résultats et une déduction. Ici, la déduction, c'est de déterminer la nature de synapse. Suite à la stimulation ST1, on a enregistré un IDP égal à moins 61 mV. C'est une légère dépolarisation qui nous rapproche du seuil. Donc, c'est un synapse N1 M et une synapse excitatrice. Maintenant, pour deuxième synapse, la stimulation ST2 a donné une dépolarisation, une hyperpolarisation de moins 70 mV qui nous éloigne du seuil, donc c'est une synapse inhibitrice. Alors, dégager une propriété commune des potentiels. On va analyser donc. La stimulation ST1 a donné un PPSE d'amplitude 9 mV. Au niveau de O3, on a obtenu une amplitude de 4 mV. Donc, le PPSE se propage vers le cône axionique avec diminution d'amplitude à décrement spatial. De même pour le PPSI. Alors, deuxième petit c, il nous demande de déterminer le nombre de simulations minimales qu'on doit appliquer pour N1 et N2 ensemble pour avoir un potentiel d'action. Donc, pour avoir un potentiel d'action, il faut que le PPS global atteigne le seuil au niveau du cône axionique. Et ici, on a un PPSE d'amplitude 6 mV et là un PPSI d'amplitude 4 mV. Donc la combinaison possible, ou plutôt la combinaison avec minimum de stimulation, correspond à 4 ST1 et une ST2. Alors voici le champ de calcul. Donc 4 fois ST1, 6 plus 6 plus 6 plus 6, ça fait 24, plus une simulation ST2, moins 4, on va avoir 20 mV, d'où on atteint le seuil et la licence d'un PA propageable. Alors, à partir des informations précédentes expliquer le rôle de neurone M. Le rôle de neurone M est rôle intégrateur. Il va recevoir un ensemble d'informations et produire un seul message nerveux. Alors, c'est le rôle intégrateur. Par addition, soit sommation temporelle, sommation spatiale ou sommation spatio-temporelle. Deuxième série d'expérience, on va utiliser des neurotoxines et afin de déterminer, si vous voulez, le mécanisme de transmission synaptique pour neurones N2 M. Alors, première expérience, on a stimulation ST2, on a enregistré au niveau de la membrane présynaptique PA la présence de radioactivité. La radioactivité concerne le CA2+, dans notre, si vous voulez, dans notre expérience. Si je reviens aux données, donc il nous dit on va utiliser du calcium radioactif. Donc la présence de radioactivité dans l'élément présynaptique signifie l'entrée du CA2+, la présence du GABA dans la forme synaptique signifie la libération du GABA et l'hyperpolarisation de la membrane, c'est-à-dire PPSI, il y a transmission synaptique. C'est l'expérience témoin. Dans l'expérience 2, on a utilisé la toxine T1. On a eu comme résultat on a eu après stimulation un PA présynaptique. On a absence d'enregistrement si vous voulez, absence de radioactivité dans l'élément présynaptique, donc absence d'entrée de CA2+, absence de GABA dans la forme synaptique, donc absence de libération de GABA et absence d'hyperpolarisation. De ce fait, on peut dire que la toxine T1 bloque
l'entrée de CA2+ dans le bouton synaptique, elle bloque l'ouverture de CVD CA2+ situé dans le membrane présynaptique. La question suivante, plutôt deuxième série d'expériences. Pour l'expérience 3, on a injecté la toxine T2, on a enregistré un PA présynaptique. La radioactivité est présente dans le bouton synaptique, donc il y a entrée du CA2+, et absence de GABA dans la fente synaptique, donc absence de libération de GABA, neurotransmetteur, et absence de dépolarisation de la membrane, de l'hyperpolarisation de la membrane postsynaptique. Donc la substance T2 bloque la libération ou l'exocytose du GABA dans la fente synaptique. Quatrième exploitation. Alors, suite à l'injection de T3, on a un PA présynaptique, présence de radioactivité, donc présence de CA2+ dans le bouton synaptique, présence de GABA dans la fente synaptique et absence d'hyperpolarisation de la membrane postsynaptique. Donc, on peut dire que T3, elle bloque la naissance de PPSI, c'est-à-dire, je m'excuse, faute ici, donc elle bloque la présence de PPSI, c'est-à-dire elle bloque les CCD de K+, et Cl-. Alors, question suivante, c'est expliquer le mécanisme de fonctionnement du synapse M2L. Synapse inhibitrice, vous pouvez trouver ça au niveau de votre livre. J'ai opté pour un schéma plus fonctionnel, un schéma fonctionnel plus explicatif. Donc les étapes, l'arrivée d'un PA, d'un 2 dans le bouton synaptique, dépolarisation de la membrane présynaptique et ouverture de CVD CA2+, entrée de CA2+, migration des vésicules synaptiques et libération de neurotransmetteurs GABA dans la fente synaptique par exocytose, fixation du GABA sur le récepteur spécifique au niveau de la membrane postsynaptique, ouverture de CCD avec sortie de K+, ou entrée de Cl-, d'où diminution de positivité interne ou augmentation de l'électronégativité interne et l'enregistrement de hyperpolarisation PPSI. Puis on a dégradation de neurotransmetteurs par des enzymes spécifiques et leur recapture par la membrane présynaptique et reformation de neurotransmetteurs GABA dans la vésicule synaptique. Alors, ceci c'est le résumé du cours, donc qui se trouve au niveau de votre livre. L'exercice numéro 3, on dispose de 4 neurones qui réalisent l'ensemble du synapse avec neurones postsynaptiques T, avec des oscilloscopes placés au niveau de la membrane postsynaptique et un oscilloscope placé au 5 placé au niveau de, si vous voulez, au niveau de cône axonique. Alors, suite à l'excitation de neurones N1, on a obtenu au niveau de O1 dBp moins 58 mV, au niveau de O5 moins 62 mV. La suite, au N2 moins 52 mV, puis moins 55 mV cône axonique, N3 moins 78 mV au 3 et moins 72 mV au 5, au 4 moins 60 mV et moins 64 mV au niveau de O5. Analyser les résultats obtenus en vue de déterminer les types de synapses. Alors, pour N1, N2 et N4, on a respectivement des DDP moins 58 mV, moins 52 mV, moins 60 mV. Ce sont des dépolarisations qui nous rapprochent du seuil, donc ces synapses sont des synapses excitatrices. Alors que pour N3, on a des DDP moins 72 mV, c'est une hyperpolarisation qui nous éloigne du seuil, donc c'est une synapse inhibitrice. Alors, on a réalisé ici différentes expériences et on va obtenir les résultats au niveau de O5. Une excitation, première expérience, une excitation au niveau, deux excitations efficaces et rapprochées au niveau de O1, sachant que, rappelons qu'au niveau de O1, on obtient au niveau de E1, on obtient au niveau de O1 moins 58 mV, alors qu'au niveau de O2, moins 62 mV. La sommation, l'intégration se fait pas au niveau de O5. Plutôt, l'intégration se fait dans toute la cellule, dans le corps cellulaire, je m'excuse, mais le résultat
apparaît au niveau de cône axonique. Donc deux excitations rapprochées en E1, ça donne donc moins 70 mV plus 2 fois 8 mV. 8 mV c'est l'amplitude par rapport à au niveau du cône axonique. Donc on a DDP moins 64 mV. C'est une sommation temporaire qui va donner un PPSE global qui ne tape pas le seuil. Donc comme on peut le voir, c'est sous forme d'escalier. Et on va revenir au PR, au repos, plus loin dans la fibre dans le repos. Alors maintenant, une excitation efficace à O2 donne moins l'amplitude de 15 mV. L'expérience est deux excitations efficaces en simultané en E1 ou 2. C'est une sommation spatiale. Donc on va additionner les amplitudes au niveau de O5 pour les deux simulations. Donc 8 plus 15 23 mV, donc le DDP sera moins 45 mV, supérieur à moins 50 mV, donc on a atteint le seuil de la licence d'un PA propageable. C'est une sommation spatiale et on obtient un PA avec un seul escalier car sommation spatiale. Alors maintenant l'expérience 3 excitations simultanées 1, 2, 4 1 8 mV, au 3 moins 4 mV et moins 2 mV et 6 4 mV. Donc le DDP global, par sommation spatiale sera moins 58 mV. C'est un PPSE global qui ne va pas atteindre le seuil. L'expérience sur 8, deux excitations efficaces rapprochées en E3. Donc c'est une sommation temporaire qui va donner un PSI, comme on peut le voir, sous forme d'escalier. Merci de votre patience et à la prochaine.